c'est aujourd'hui un triste jour anniversaire puisque c'était il y a 2 ans, jour pour jour, que le petit Émile a disparu. 2 ans d'enquête, 2 ans d'interrogatoire, 2 ans de garde à vue, de fouilles, d'analyse et 2 ans toujours de mystère. On accueille tout de suite l'avocate du grand-père d'Émile, maître Isabelle Colombani, qui rentre sur ce plateau. Soyez la bienvenue, bonjour. On vous avait vu, mais on vous avait vu à travers les images. On vous avait entendu en direct plusieurs fois lors de la garde à vue du grand-père d'Émile il y a 6 mois. Merci à vous en tout cas de nous accorder cette interview. À mes côtés, j'accueille aussi Pauline Revenat, évidemment, qui est là, et Boris Kalanov. Vous connaissez tous les deux parfaitement évidemment cette affaire, en particulier vous, Boris, qui avez, je crois, effectué plus de 18 déplacements pour aller au Vernet sur place, évidemment pour couvrir cette affaire. D'abord, maître Isabelle Colombani, le procureur, lors de sa dernière prise de parole sur l'affaire Émile, avait indiqué, je cite, que la piste intrafamiliale n'était pas complètement fermée. Pourquoi vous parlez aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, en ce qui me concerne, je considère que la piste intrafamiliale est fermée. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le procureur? Si. Il laisse planer un doute. Alors, il ne laisse pas planer de doute. Il le dit au terme des gardes à vue, avec des mesures d'investigation qui étaient en cours. Ces mesures d'investigation, 3 mois se sont écoulés depuis. Les enquêtes, les expertises ont dû être terminées. Et vraisemblablement, à ce jour, les enquêteurs travaillent sur d'autres pistes. D'autres pistes, donc vous estimez, vous, et vous vous attendez à ce que le procureur referme cette piste-là. Alors, le procureur n'est pas obligé de vous dire qu'il va refermer cette piste-là. Il a été très clair lors de sa conférence de presse, et d'ailleurs, cette réflexion, il l'a fait sur une question posée par un journaliste, en disant que la piste n'était pas fermée. Pas complètement refermée. Pas complètement fermée, en fonction d'éléments nouveaux qui pourraient surgir. Mais est-ce que ces éléments nouveaux ont surgi, du coup, selon vous? Est-ce qu'ils les ont? Est-ce que vous les avez? Est-ce qu'on a eu ces retours d'analyse qu'on attendait? Alors, bien évidemment, les enquêteurs doivent avoir les retours d'analyse. Nous ne les avons pas. Voilà. Mais nous ne sommes pas dupes. Cette affaire, c'est une affaire d'envergure. On a mis tous les moyens sur le plan de la gendarmerie. Il y a 2 magistrats instructeurs. Vous vous doutez bien que si des éléments à charge contre la famille étaient rentrés, vous le savez, on a saisi des véhicules. Prenons pour exemple, s'il y avait eu du sang d'Émile à l'intérieur d'un véhicule, je ne serais pas là ce matin. Vous ne seriez pas là ce matin parce qu'effectivement, cette voiture, elle a été, et ça, on l'avait vécu en direct avec vous, notamment Boris, la voiture du grand-père avait été saisie, elle a été passée intégralement à ce que vous appeliez ce Blue Star, révélateur, pour voir si même des traces très profondes, même qui auraient tenté d'être effacées, avaient résisté. Maître, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez dire haut et fort que votre client, que le grand-père d'Émile est innocent. Ce que je veux vous dire haut et fort, c'est que par le tribunal médiatique, il a déjà été déclaré coupable. Enfin, pardon, nous, on n'est pas coupable de l'avoir mis en garde à vue. Ah, mais la garde à vue ne vous rend pas coupable. Et le problème, c'est qu'il était déjà présumé coupable avant même d'être placé en garde à vue. On le sait, on lit tous la presse. J'imagine que le juge ne l'aurait pas placé en garde à vue juste pour faire plaisir aux journalistes. Non, mais le procureur a bien dit pour quel motif ces gardes à vue avaient été déclenchées. C'était d'abord pour exposer à l'ensemble de la famille des éléments d'enquête que nous n'avions pas. C'était ensuite pour continuer ce qui s'était passé le jour de la mise en situation. C'était pour confronter les déclarations des uns et des autres. Et bien évidemment, avec un système de garde à vue, comme vous l'a dit M. Blachon, procureur de la République, qui donne plus de pouvoir aux enquêteurs et aux magistrats instructeurs et qui permet aux personnes gardées à vue d'être également assistées d'un avocat. Comment il va, votre client, aujourd'hui? C'est quelque chose qui est fluctuant. Vous l'avez dit, j'ai entendu vos premiers propos. On est à 2 ans de la disparition d'Émile. Il y a 2 ans, jour pour jour, à la même heure, il y avait 2 familles qui vivaient dans un entier bonheur. Émile a disparu vers 17h. Jusqu'à 17h, cette famille était une famille comme toutes les autres. Il y a eu ensuite de longs mois de doute, puisqu'on ne savait pas où était Émile, ce qu'il était devenu. Et après, la découverte de son crâne le 30 mars 2024, où là, la famille sait qu'Émile est décédé. Aujourd'hui, on est à 2 ans de sa disparition. On ne sait pas de quoi il est mort. On ne sait pas qui l'a tué.
Et on ne sait pas comment où il il a est été mort. tué, On ne sait où pas il est mort, où il est mort. où se trouve encore le reste de son corps. Exactement. Puisque seul le crâne a été découvert par la randonneuse. Tous ces éléments-là sont des questions que la famille se pose et bien évidemment qui ne leur permet pas de faire un deuil complet. Vous dites, on ne sait pas qui l'a tué. Parce qu'effectivement, désormais, cette question, elle est claire. Il a été tué. Bah, on Boris. retrouve, oui, Oui, on retrouve un crâne sur ce chemin de randonnée. Le procureur dit qu'il a été placé quelques jours auparavant. Qui a Déplacé donc. déplacé? Qui a déposé ce crâne? Où était-il conservé avant? Il manque à minima un tableau, celui de la conservation du corps d'Émile. Mais il manque peut-être aussi la scène de crime. Donc on a un puzzle, il manque des pièces. Et je pense que les enquêteurs ne refermeront pas le dossier tant qu'ils n'auront pas tous les morceaux. Donc ça peut durer un moment. Vous disiez, la famille n'arrive pas à faire son deuil. Il y a 2 ans, à cette heure-ci, c'était encore une famille heureuse, épanouie, avec les enfants qui étaient donc chez leur grand-père. À l'issue de la garde à vue des grands-parents d'Émile et de 2 de leurs enfants, on avait vu le clan réuni à nouveau dans la maison des grands-parents. Ils en sont où aujourd'hui, familialement, les uns les autres? C'est une famille qui est unie, Qui restent unis? qui reste unie. Il y a des liens d'amour très importants. L'amour est présent, la foi est également présente et je C'est sais une qu'il- famille qui a une foi qui rythme vraiment sa vie, Oui. qui organise sa vie. Ils sont chrétiens, pratiquants, très impliqués dans l'Église de Oui, France. Hein. et ils sont soudés les uns les autres avec bien évidemment des moments où il y a peut-être eu des turbulences et on peut le comprendre. Qui peut résister à la mort d'un aussi jeune enfant? Il y a eu cette question aussi du curé. Le curé de famille, qui est celui qui avait baptisé Émile, qui avait marié ses parents, qui était très proche des grands-parents, du grand-père que vous représentez. Il s'est donné la mort quelque temps avant la garde à vue de votre client. Et l'on a découvert à ce moment-là qu'il avait été très violemment, en tout cas il le vivait comme ça, rejeté par la famille d'Émile et en particulier par votre client, le grand-père. Est-ce que sur cette question-là, vous avez des choses à nous dire? Alors j'ai les mêmes choses à vous dire que monsieur le procureur de la République qui n'a jamais relié la mort de ce prêtre à la disparition et à la mort d'Émile. Pour moi, ce sont 2 événements totalement différents. Alors c'est vrai que la concordance du temps a fait qu'on les a reliés, mais je ne connais pas la vie de ce prêtre, je ne connais pas les conditions dans lesquelles il est décédé et je ne sais pas ce qui a pu l'amener éventuellement à se suicider. Maître, vous étiez aux côtés de votre client lors de cette garde à vue. Il a passé 48 heures en garde à vue, donc en mars dernier. Interrogé, je cite, pour homicide volontaire et recel de cadavres. C'était les motifs officiels de l'enquête, donc à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a répondu aux enquêteurs? Quelle a été la nature de cet interrogatoire? C'est la première fois que vous nous le racontez ce matin. Alors, je vais vous le raconter, mais de façon très légère, puisque vous le savez, hein, je suis soumis au secret de l'instruction. La garde à vue de mon client a duré 47 heures. Il a répondu à toutes les questions. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une seule question où il a pu exercer son droit au silence. Il a été... Parce qu'il ne l'a pas souhaité? Parce qu'il ne l'a pas souhaité. Il voulait s'exprimer, il voulait pouvoir donner tous les éléments qu'il avait, lui, en sa connaissance. Il voulait pouvoir réagir aux résultats d'expertise, d'enquête dont on lui a fait part ce jour-là. Et c'est quelqu'un qui a participé vraiment à l'œuvre de justice sans aucune hésitation de sa part. En même temps que votre client, il y a son épouse qui est gardée à vue dans une autre salle de garde à vue. Et il y a également les enfants. Combien d'enfants ont été entendus ce jour-là et sur quel était le questionnement pour les enfants? C'est important de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, en fait, c'est assez unique. C'est une multiple garde à vue simultanée. C'est unique, d'autant plus que nous avions le statut, et nous l'avons toujours, de partie civile dans ce dossier. Les parents, Philippe et Anne, sont placés en garde à vue, ainsi que leurs 2 enfants qui étaient majeurs le jour de la disparition d'Émile. Et en même temps, tous les autres enfants mineurs sont entendus dans les locaux du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le cadre d'une audition libre. Et quelles sont les questions aux enfants?
Vraisemblablement, j'ai pu rencontrer les enfants de sont Philippe petits, et d'Anne. Ils sont très petits. Ça va entre 6 et 12 ans. C'est une journée qui les a énormément marqués parce qu'on leur a fait parler d'Émile, mais on leur a également posé beaucoup de questions sur leurs parents, sur le mode d'éducation, sur la façon dont ils vivaient à la maison. Sur le comportement du grand-père. Du grand-père et de la grand-mère, Oui, pas uniquement. Le comportement de leurs parents à leur égard. Donc, ce sont des questions qui ont été très intrusives pour des jeunes enfants qui, aujourd'hui, et c'est peut-être aussi pour ça que j'accepte de venir sur votre plateau, qui aujourd'hui sont tous suivis par un psychologue du CMP d'Aix-en-Provence, parce qu'ils ont besoin d'une aide psychologique. Ils étaient bien évidemment fragilisés, atteints par Par la disparition, puis la mort de leur petit-neveu. On dit petit-neveu, mais ils avaient quasiment le même âge. Émile, pour eux, c'était un petit frère. Et cette journée de garde à vue, quand on voit ses parents partir à 6 heures du matin, avec le grand frère et la grande sœur, et qu'après on est amené au tribunal, c'est dur à vivre. Maître, lorsque vous dites il y a eu 47 heures de garde à vue, mon client a répondu à toutes les questions, est-ce que vous avez eu parfois l'impression que, vous avez dit il était déjà coupable avant d'être en garde à vue, Oui. Que l'on cherchait vraiment à le faire tomber? Oui, on cherchait, on peut le dire, c'était des gardes à vue qui étaient, somme toute, assez violentes, où elles avaient aussi, je crois, mais je ne suis pas enquêteur, mais elles avaient le but peut-être de provoquer des aveux. Elles étaient à charge. Oui, c'était plus à charge qu'à décharge. Coupable aux yeux de l'opinion publique, sans doute aujourd'hui, c'est ce que vous nous racontiez. Et là, le résultat de cette garde à vue, c'est que votre client a fait l'objet de menaces. Il a lui-même reçu des courriers à son domicile. Vous-même avez reçu des courriers de menaces à votre cabinet dans le sud de la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de ces courriers ? Eh bien, ces courriers que vous recevez, c'est de dire que vous ne méritez pas de vivre, vous ne méritez pas d'être libre, que l'avocat qui vous défend doit avoir le même sort que vous. Donc évidemment, nous avons envoyé tous ces courriers aux gendarmes de la cellule Émile qui vont les étudier, essayer peut-être de retrouver leurs auteurs. Mais vous avez raison de dire qu'il était présumé coupable, il est devenu coupable au moment de la garde à vue. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit avec ça, qui exerce, vous l'avez dit, la profession de kinésio-ostéopathe, donc qui a une patientèle, et qui doit affronter aussi le regard de ses patients. Alors, certains sont bienveillants, d'autres le sont moins, mais il faut vivre après. Outre le fait qu'il ait perdu son petit-fils, je veux dire. Leur vie a changé. C'est pas que sa vie, c'est la vie de toute une famille. On est le 8 juillet, en temps normal, cette famille, elle serait au Vernet aujourd'hui. Et elle n'y est pas aujourd'hui. Et elle n'y est pas. Maître. Et pourquoi ? Pourquoi il n'y est pas ? Parce que je crois que tant qu'ils n'auront pas la réponse de ce qui est arrivé à Émile, de ce qui s'est passé le 8 juillet 2023 au Vernet, c'est difficile pour eux de retourner là-haut. Maître, vous venez d'évoquer, je vous cite, des gardes à vue violentes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors déjà, une garde à vue, par définition, c'est toujours violent. On vous met à l'écart de la société, vous êtes enfermé, vous n'avez que très peu de droits pendant 48 heures. Là, elles ont été doublement violentes. Pourquoi ? Parce que lorsque Anne et Philippe sont placés en garde à vue, ils savent que leurs 2 enfants jeunes majeurs sont également en garde à vue, au sein d'autres gendarmeries. Ces 2 enfants ont 18 et 20 ans. Anne et Philippe, ce sont les grands-parents. Oui, ce sont les grands-parents. Et leurs 2 enfants de 18 et 20 ans sont eux-mêmes placés en garde à vue. Et vous avez encore 7 enfants à la maison. Donc vous vous dites, qu'est-ce qu'il va se passer pendant 48 heures ? Qui va s'en occuper ? Comment on va les gérer ? Comment ils vont supporter ce départ de la famille entourée de gendarmes ? Donc il y a cette violence-là. Donc c'est une violence psychologique. Elle est psychologique. La deuxième violence qui existe, c'est que les gardés à vue vont apprendre au cours de leur garde à vue, par les questions qui leur sont posées, ce qui a pu arriver à Émile. On apprend par exemple l'existence d'un traumatisme facial violent. Que vous ne connaissiez pas. Qu'on ne connaissait pas. Rappelez-vous le premier communiqué de presse de monsieur le procureur de la République, il disait bien qu'il n'y avait pas de fracture anté-mortem sur le crâne. C'était des fractures post-mortem. Donc là, on l'apprend pour la première fois. Donc, bien évidemment, votre souci premier, c'est pas de vous défendre. Votre souci premier, c'est de savoir ce qui est arrivé à votre petit-fils. Donc forcément, c'est violent à ce moment-là. Est-ce que votre client s'attendait à être placé en garde à vue ? Cette garde à vue, elle est arrivée relativement tard, à partir du moment de la disparition. Quelles sont les conditions de son interpellation ? On va rappeler que lui et son épouse ont été interpellés à leur domicile de la Bouilladis.
Alors, la garde à vue, eux ne s'y attendaient pas. Parce qu'ils ne connaissent pas le monde de la justice, parce que c'est un monde qui leur échappe totalement. Moi, personnellement, je m'y étais attendue, mais tout de suite après la mise en situation. Mais vous y attendiez bien avant. Bien avant. 6 mois avant. Vous avez raison. Voilà, il faut bien le même préciser. pas 6 mois avant, 12 mois avant. 12 mois avant. Puisque la mise en situation a lieu le 28 mars. Exactement. Et je pensais que dans la semaine qui allait suivre, un placement en garde à vue pouvait intervenir. Et il n'est pas intervenu, parce qu'on découvre le crâne sur ce sentier de randonnée. Donc tout est bouleversé par cette découverte. Et justement, tout à l'heure, vous avez dit que les résultats des analyses étaient sans doute parvenus entre les mains des enquêteurs. Mais vous, en tant que partie civile, vous n'avez pas accès à ces résultats. Vous pouvez les demander. Vous allez les demander ? Oui, on va les demander, mais vous connaissez parfaitement les pratiques des magistrats instructeurs. Lorsqu'un rapport d'expertise rentre, ils ne sont pas obligés de le coter immédiatement au dossier. Donc lorsqu'on sollicite la mise à jour du dossier, nous n'avons le dossier qu'avec les éléments qui sont cotés. Parfois, les expertises ne le sont pas tout de suite parce qu'on attend des contre-expertises. Mais moi, je suis, j'allais dire, depuis le début, sur le même axe. J'attends beaucoup de ces expertises. Là, ce matin, officiellement, vous dites aux magistrats, c'est le moment de nous donner les résultats pour qu'on soit au même niveau d'information que vous, enquêteurs. Alors, j'ai pas le pouvoir de demander cela au magistrat. Je pense que s'il attend encore quelques rapports d'expertise, il va nous communiquer le tout lorsque tout sera rentré. Je vous avoue que je suis en attente depuis presque un an du rapport d'expertise du professeur d'Outremepuis, de Bordeaux, qui est capital, selon moi, qui est capital. Vous avez dit au début de cet entretien, maître, que vous contestiez l'existence, en tout cas le fait qu'il y ait encore ouverte la piste intrafamiliale. Sur quoi vous vous basez pour dire ça ? Alors, je vais vous répondre par 2 arguments et sans violer le secret de l'instruction. Tout à l'heure, vous avez fait état du crâne qui est retrouvé le 30 mars 2024 par cette randonneuse. Monsieur le procureur de la République nous dit ce crâne a été déposé il y a peu de temps. Et la randonneuse nous dit il est au milieu du chemin, c'est presque millimétré. Je sais, et c'est facilement compréhensible, que les enquêteurs ont étudié tous les déplacements de la famille Vedovini. Et bien évidemment, ils ont dû pouvoir constater qu'aucun membre de la famille ne s'est rendu au Vernet avant la mise en situation et entre la mise en situation et la découverte du crâne. Le jour de la mise en situation, nous sommes tous arrivés à la même heure, nous sommes tous repartis à la même heure. Donc, très honnêtement, ils n'ont pas pu, eux, interagir si on se dit qu'ils étaient responsables de la mort d'Émile. En aucun cas, ils n'auraient pu intervenir pour redéposer le crâne. Ça, c'est le premier argument. Vous disiez que vous en Ça, aviez c'est un le premier deuxième. argument. Le deuxième argument, qui repose plus sur ce que j'ai pu lire dans la presse, puisque je vous parlais de ce rapport du professeur d'Outremepuis que je n'ai pas, j'ai quand même lu et entendu qu'on avait retrouvé 2 ADN dégradés sur les vêtements d'Émile. Des ADN dégradés aujourd'hui avec les techniques que nous avons et surtout dans le laboratoire bordelais qui est à la pointe du progrès, on peut les reconstituer et j'espère qu'on pourra peut-être trouver à qui ils appartiennent. Et c'est là-dessus que vous fondez encore l'espoir de savoir ce qui s'est passé. Tout à fait. On les aura, ces ADN, Pauline ? La science est au service de l'enquête. L'affaire Grégory, 40 ans après, on y est encore. Moi, j'espère que le dénouement sera plus rapide pour vos clients. Mais moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que si vous écartez complètement la piste familiale et vous avez donné des arguments à l'instant, dites-moi vers quelle piste vous allez. C'est plus ça qui m'intéresse, moi, aujourd'hui. Vous savez, Vers où il faut chercher les 2 ADN, d'accord. Mais est-ce qu'on est dans un huis clos villageois ? Est-ce que tout s'est passé vraiment de manière resserrée, selon vous ? Vers où il faut regarder ? Alors, dans le dossier d'Émile, on a tous une intime conviction. Lorsqu'on s'est rendu sur place au Vernet, on se dit, et lorsqu'on a participé, comme j'ai pu le faire, à la mise en situation, on se dit que la réponse, elle est au Vernet. Elle est au village. Elle est au village. Okay. Et je pense que peut-être qu'on pourra rencontrer et connaître dans quelque temps un prélèvement d'ADN. On l'a fait dans d'autres dossiers, des affaires plus importantes, où on peut peut-être... Les prélèvements, ils ont déjà été faits en amont au village sur les habitants, à votre sens ? Non, il n'y a pas eu de prélèvement d'ADN. Il n'y a eu aucun prélèvement systématique sur l'ensemble des habitants qu'il n'y en a pas eu. Il y en a peut-être eu effectué de façon ponctuelle, Exactement. mais systématiquement, il n'y en a pas eu. Boris. Vos clients gardent espoir d'avoir un jour la vérité, ou ils craignent qu'on s'enlise et que finalement on n'ait jamais le fin mot de qui a tué Émile ? Non, ils gardent l'espoir.
effectivement, d'avoir une solution. Par rapport aux moyens qui sont déployés, parce sont qu'on a des conséquents. moyens qui sont colossaux. Par rapport au fait que les enquêteurs de la cellule Émile continuent à travailler. 8 à 10 enquêteurs encore. Voilà, en ce moment qui je travaillent. lisais en venant chez vous que ces derniers temps, il y en avait encore qui étaient sur place. Oui. J'ai bien compris pourquoi ils étaient sur place. Ah, qu'est-ce qu'ils Et vous cherchent l'avez Qu'est-ce qu'ils compris cherchent, vous voilà, aussi. justement. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'ils Dites-nous. cherchent aux téléspectateurs? Le procureur de la République avait indiqué que le crâne et les vêtements avaient été déplacés Mhm. et que il y avait 2 types de biotopes qui étaient recensés. On est à la même époque de la disparition Biotope, d'Émile. il faut rappeler. Le Alors biotope, oui, c'est pardonnez-moi, quoi? les biotopes, Dites-moi. c'est voilà, on a dû C'est retrouver l'environnement. des graines de pollen Voilà. sur le crâne et sur les vêtements d'Émile. Ouais. Les expertises ont permis d'en déterminer vraisemblablement 2 types. Mm-mm. Et aujourd'hui, le fait de se rendre au Vernet va permettre de déterminer quels sont les pollens du haut Vernet, du bas Vernet, et de voir ainsi où le crâne a pu être Pile à déposé. ce moment donc de la saison, effectivement, c'est-à-dire Exactement. 2 ans, jour pour jour. Avec après les la- mêmes conditions climatiques. Avec 2 ans après la disparition d'Émile. Merci beaucoup, maître, d'avoir Merci accepté à de vous. répondre à nos questions.